Je suis très heureux, comme d'habitude, d'être avec vous ici dans les studios de Radio Mori. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que nous allons parler, comme d'habitude, sur les questions qui regardent la diplomatie et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Comme nos téléspectateurs le savent, vous êtes vraiment la personne la mieux placée pour décortiquer de tels sujets, compte tenu de votre carrière diplomatique, longue carrière diplomatique dans différents pays, votre vécu dans la région des Grands Lacs et vos recherches et vos écrits, vos livres sur la région. Donc voilà, le décor est planté. Je voudrais aujourd'hui vous inviter à nous parler d'un événement qui a surpris pas mal de gens. Depuis 5-6 jours, les combats se sont intensifiés encore une fois à l'est de la RDC. L'OM23, qui est bon, je dirais, vraiment connu de tous. Il est connu de tous que le M23 est le supplétif du gouvernement de Kagame, qui l'a créé, qui le soutient et qui le finance. Cela ne vient pas de moi, cela vient des rapports, différents rapports des experts des Nations Unies d'ailleurs. Voilà, et puis c'est pas seulement en 2022 et en 2021, hein, vraiment c'est un passé connu. Les invasions du Rwanda, les invasions du Congo par le Rwanda, c'est quelque chose qui, bon, on ne compte plus le nombre de fois. Voilà. L'événement nouveau et qui a étonné tout le monde, c'est que depuis l'intensification récente, donc il y a 6 jours, plus ou moins, on se disait, voilà, on s'y attendait d'ailleurs, parce que les Congolais ne devaient pas se laisser faire et laisser occuper son territoire. On s'y attendait, ça devait arriver un jour ou l'autre. Mais l'événement, ce n'est pas cela. La reprise intensive des hostilités. Mais l'événement, c'est que hier, le Rwanda a fait un communiqué officiel condamnant le gouvernement congolais parce que, dit le communiqué, le Congo ne devrait pas reprendre les activités de défense de son territoire. Voilà. Ce qui a étonné tout le monde. Avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est quelque chose quand même d'étonnant, hein, ambassadeur Nagishima Jean-Marie Vianney. Je vous remercie d'abord pour cette introduction et les paroles que vous avez prononcées à mon égard. C'est vrai que si je m'intéresse beaucoup à la région et au peuple des Grands Lacs, c'est avant même l'expérience diplomatique, c'est ma propre vie, parce que j'ai vécu dans cette région depuis mon enfance, ma naissance déjà. Entre Bukavu et Tchangougou, j'ai vécu tous les événements malheureux qui ont endeuillé cette région depuis déjà avant l'indépendance, déjà en 60, quelques mois avant l'indépendance. Après l'indépendance, j'ai connu les rébellions Moulélé, j'étais jeune, enfant. J'ai connu l'occupation de Bukavu par les mercenaires de Shkram et de tous les gendarmes katangais qui l'avaient accompagné. Et beaucoup d'autres événements avant d'en arriver à 1996, le lancement de la campagne génocidaire par l'armée rwandaise qui a exterminé des centaines de milliers de réfugiés rwandais Hutus et de Hutus congolais et burundais. Donc, ce sont des événements qui ont marqué, qui marquent toute une vie.
La diplomatie vient ensuite aiguiser le besoin d'en savoir plus, de comprendre et d'expliquer. Mais c'est vraiment mon vécu personnel qui m'a aiguillonné vers le choix de ce thème comme thème de prédilection dans mes écrits, dans mes analyses, dans mes discussions avec les amis, dans ma tentative de comprendre et de trouver des solutions. Et c'est pourquoi, parfois, je me permets même de m'adresser aux autorités congolaises ou burundaises, rwandaises naturellement, parce que je pense que je dois quelque chose à ces trois pays et que ces trois pays m'appartiennent quelque part dans ma chair. Eh bien, pour revenir au sujet du jour, moi, je n'ai pas été scandalisé par le communiqué de Kigali, signé d'ailleurs par le porte-parole ou la porte-parole du gouvernement, qui est Madame Makolo, qui est moitié congolaise, moitié rwandaise, mais qui est une fidèle combattante de tout ce que peut penser Paul Kagame. Elle répète, on dirait un perroquet de ce que pense Paul Kagame. Je me demande si ces gens lui donnent des conseils qu'il faudrait. En tout cas, cela répond donc à la logique. Vous voyez, la nouvelle provocation des FARDC dans leur pays. Ils ont provoqué, disent-ils, un mouvement rebelle venu du Rwanda et d'Ouganda. Comme je lisais à l'époque, quand je lisais encore les bandes dessinées, je ne sais plus, je ne vais pas donner la marque, deux boxeurs qui étaient sur le ring, et il y en a un qui se faisait frapper sans pouvoir se défendre, et donc il a commencé à circuler, à tourner, et son challenger le poursuivait partout en lui disant « Mais arrête-toi que je te massacre, enfin, arrête-toi ». C'est exactement ce que Kagame dit à Félix Tshisekedi. C'est ce que le Rwanda veut dire à la République démocratique du Congo. Laissez-vous battre, laissez-vous tuer, laissez-vous massacrer, laissez-vous génocider. Ne bougez pas, ne réagissez pas. Et diplomatiquement, évidemment, c'est une catastrophe. Parce que Kagame vient de rééditer la bêtise ou l'erreur qu'il avait commise lors du sommet de Luanda, le sommet tripartite entre lui, Tshisekedi et Lorenzo. Là, il avait visiblement parlé au nom du M23, sans trop qu'on comprenne comment, si un chef d'État parle au nom d'un mouvement rebelle, comment ensuite il va dire qu'il n'a rien à voir avec ce mouvement? Qu'est-ce qui le pousse? Alors, il a expliqué que c'était parce que le M23 se battait pour la défense des Tutsis de la région, des francophones. Ensuite, il a corrigé. Et là, on peut comprendre, mais même là, je pense qu'il doit quand même intégrer une réalité qui le dépasse, c'est que la RDC est une république souveraine. C'est un pays souverain. Ce n'est pas Kagame qui doit dicter l'attitude, les réactions du gouvernement congolais face à des agressions, même à supposer même que cette agression soit purement interne. Le président Kagame n'a pas à apprendre aux Congolais comment s'en défendre. Et là, en l'occurrence, nous le savons tous, le M23 était au Rwanda depuis 2013, et en Ouganda pour une partie d'entre eux, et puis se sont retrouvés brusquement au Congo. Nous le savons aussi. Comment, dès lors, le président Kagame, s'il n'est pas vraiment le patron de ce mouvement, pourquoi il doit s'en prendre aux forces armées congolaises en leur disant, tiens, attaquer le M23 qui occupe une partie de votre territoire, c'est agresser, c'est provoquer le Rwanda. Donc, oui, pour ceux qui je n'ai n'ont pas pas été entendu, scandalisé par ça, mais j'ai été... C'est Kagame, excusez-moi en de... fait, répond à sa logique et il tombe dans le piège. Et le masque est tombé, une fois de plus. Le masque est tombé, il n'aura plus jamais à dire qu'il n'a pas de relation avec le M23. Voilà, je m'excuse de vous interrompre. Je voulais lire le communiqué aux gens qui nous regardent et qui C'est n'ont ça. pas encore vu ce communiqué. Et comme ça,
ils sauront de quoi nous parlons. Voilà. Et donc, vous voyez que c'est un communiqué qui a en tête avec le sceau du pays. Le communiqué qui a comme titre « Réponse à la nouvelle provocation des FARDC ». La nouvelle provocation des FARDC. Comment les FARDC ont encore une fois provoqué le Rwanda? Ça, c'est un point d'interrogation. Nous allons peut-être trouver une réponse dans le body du communiqué. Contrairement aux affirmations du président de la République démocratique du Congo, RDC, selon lesquelles son pays se concentre à la recherche d'une solution diplomatique aux problèmes d'insécurité dans l'Est de la RDC, les déclarations et actions récentes montrent qu'au contraire, le gouvernement de la RDC est décidé à poursuivre l'escalade militaire. En outre, les FARDC continuent d'opérer aux côtés des milices armées irrégulières, dont les FDLR. L'intensification des nouvelles attaques par les FARDC contre le M23, un groupe armé congolais, est une violation manifeste des mécanismes de sécurité régionaux convenus, y compris les processus de Nairobi et de Luanda. L'incitation publique à la haine sur la base de l'appartenance ethnique se poursuit. L'utilisation d'armes lourdes ciblant la zone frontalière du Rwanda et les accusations sans fondement contre le Rwanda qui n'ont pas cessé sont inacceptables. Malgré les provocations continues des autorités et des forces armées de la RDC, le Rwanda réitère son engagement ferme à contribuer à la recherche d'une solution pacifique et durable à l'insécurité régionale dans le respect des accords régionaux convenus. Enfin, le gouvernement rwandais rejette catégoriquement les tentatives continuelles et injustifiées de faire du Rwanda un bouc émissaire des problèmes politiques internes de la RDC. Fin du communiqué. Voilà, comme ça, tout le monde sait de quoi nous parlons. Tout le monde a compris le contenu du communiqué. Quand je disais que c'était un communiqué, qui attise la curiosité, qui est étonnant, on dirait que vraiment le M23 à qui répond aux attaques des FARDC. Le Rwanda est touché justement par cela. Pourtant, on sait que les combats se déroulent au Congo, dans les frontières strictes du Congo. Le Rwanda lui-même déclare que le M23 est congolais. Et les FARDC sont des Congolais. Alors que le Rwanda prenne la défense du M23, aussi publiquement que par un communiqué, il y a de quoi vraiment se poser des questions. Marie Vianney, je m'excuse de vous avoir interrompu, mais il fallait vraiment qu'on lise ce communiqué pour que les gens comprennent vraiment l'ambiguïté de la chose. Vous avez bien fait de passer ce communiqué parce que effectivement, il y a peut-être ceux de nos auditeurs et auditrices qui n'ont pas lu, qui ne savaient même pas qu'il y avait ce communiqué depuis 24 heures. Vous voyez la discordance entre le dernier paragraphe de ce communiqué et le reste. Kigali s'étonne qu'en face du Rwanda, le bouc émissaire des problèmes internes au Congo. Donc, il avoue déjà, il reconnaît que d'un côté, ce sont des Congolais, ce seraient des Congolais, les gars du M23. Et en même temps, il dit, je m'oppose à ce que vous combattiez ces rebelles. S'il avait lancé un appel fraternel au gouvernement congolais et à ces rebelles qu'il appelle Congolais, en disant, s'il vous plaît, arrêtez la guerre, nous sommes prêts à vous aider à faire la paix. Et encore, on se serait peut-être demandé, mais il y a des médiateurs qui sont en mouvement, qui s'actionnent, qui
se battent tous les jours pour essayer d'aider le Congo à mettre fin à cette agression. Je cite le président Kenyatta, je cite Lorenzo, justement, qui est intervenu au nom et pour le compte de la CIRG et pour l'Union africaine. Et il y en a d'autres qui s'y sont essayés, y compris le général Obasanjo. Il y a même le président Macron qui a voulu offrir ses bons offices d'une façon, je trouve, assez pas très convenable. J'allais dire maladroite, mais je ne le dis pas. Eh bien, Kigali a été maladroit dans ce communiqué. Mais cela montre aussi qu'il est très préoccupé justement par la situation actuelle, par la reprise en main partielle, de la reprise en main militaire par les FARDC, le contrôle, même si on doit savoir qu'il y a encore des poches de résistance, qu'il y a encore même des avancées du M23 au Rwanda, RDF, les Rwandais Defense Force, c'est-à-dire la force de défense du Rwanda, ils avancent dans certains endroits, mais le gros du travail est fait par les FARDC qui récupèrent l'essentiel. Et c'est cela qui préoccupe Kagame et son groupe. Il faut savoir, demain, je vais peut-être en parler dans une autre émission, je m'abstiens de donner les noms aujourd'hui, mais moi j'ai une liste d'officiers rwandais qui dirigent véritablement le M23. Des officiers rwandais, des généraux. Il y en a au moins deux lieutenants généraux qui dirigent le M23 à Bunagana, qui vont entre Bunagana et Kampala et Kigali régulièrement. Et ces deux généraux avaient en 1996 dirigé les opérations lors de la première agression du Congo. Un était passé par le sud, c'est quelqu'un qui est très connu, et ils sont arrivés à Kinshasa, l'autre est passé par, je pense, Kisangani, pour ensuite faire jonction, bien sûr, et prendre Kinshasa en tenaille et prendre le pouvoir, l'arracher aux mains du président Mobutu. Ces deux généraux ont joué un rôle essentiel pendant cette première guerre de 1996-1997. Et ce sont ces deux généraux qui dirigent le M23. Parler de Makenga, c'est un jouet, c'est une marionnette. On continue à parler de Makenga parce qu'on sait effectivement que Makenga est un Tutsi congolais du Nord Kivu. C'est un Tutsi congolais qui est FPR, qui a combattu avec Kagame depuis l'Ouganda pendant la guerre du Rwanda de 90 à 94. Et ensuite, il est entré au Congo avec les troupes rwandaises pour aller justement déloger Mobutu et combattre le pays dont il est originaire. Croire que cet homme-là soit devenu le chef d'une rébellion qui ne contrôle pas, qui n'a pas créé, où il a été mis à la tête de... on ne reviendra pas sur les questions que nous nous sommes posées à d'autres occasions. Comment Makenga est rentré au Congo? Alors qu'il était dans un camp, il était cantonné dans un campement en Ouganda. Comment est-il arrivé au Congo sans l'aide et sans l'autorisation de Kampala? On se demandera aussi comment on a le droit, on est dans la légitimité de se poser la question de comment savoir comment tous ces gens, tous ces militaires du M23, dont beaucoup, la plupart en tout cas, sont de l'armée rwandaise, comment ils sont arrivés en RDC à l'insu de Kigali et de Kampala. Tout ça, c'est des faisceaux, c'est un faisceau d'éléments qui prouvent en tout cas que les deux capitales savaient et qu'elles savent aujourd'hui encore et qu'elles soutiennent ce mouvement rebelle qui n'a d'autre objectif que d'occuper une partie de la RDC. Alors, là où Kagame, évidemment, a dépassé les bornes, c'est de dire, c'est de dénoncer, c'est une dénonciation, de la provocation des FARDC dans leur propre pays, comme si la souveraineté de la RDC, comme si le Congo n'était pas un pays souverain. C'est ce que ça signifie, mais ça veut dire qu'ils ont des difficultés sur le terrain. Parce que Kagame, généralement, il menace, il insulte même parfois, il donne des leçons, il sourit. Aujourd'hui, il montre les dents, mais sans sourire et
à mon avis, c'est qu'il a peur de quelque chose. Il a peur que les choses balancent tout d'un coup et que le M23 soit vaincu totalement et qu'il est encore, lui, Kagame, à recevoir ses enfants du M23 au Rwanda, à recevoir encore des réfugiés armés, et sans pouvoir savoir exactement ce qu'il faut en faire. Je pense que c'est ça. Il a Justement, peur. ambassadeur Ndayizimana Jean-Marie Vianney, il y en a ceux qui associent la montée en puissance des FRDC par rapport au M23. Parce que même le M23, dernièrement, a lancé des cris de détresse disant, voilà, les FRDC maintenant, ils ont des armes lourdes, ils nous pilonnent, que la communauté internationale le sache. Vraiment, nous ne savons pas quoi faire. Et il semblerait que sur le terrain, les M23 se sont dispersés. Et le groupe qui est parti vers l'intérieur du pays est parti justement en se battant et que actuellement, ils ont des poches à l'intérieur du pays et coupés du gros des troupes qui se trouvent au nord à Bunagana. Et se battre, c'est se battre à mort parce qu'ils savent que ces groupes de l'intérieur, il sera difficile d'échapper. Surtout que l'armée des FARDC, l'armée de la RDC, est montée en puissance. Alors, c'est ça qui aurait poussé Kagame aussi à, disons, répercuter le cri d'alarme de ces poulains. Voilà, c'est une analyse, c'est une association des choses, des faits qui sont avérés. Alors, est-ce que Kagame aurait actuellement peur? Vous parliez d'un sourire, bon, parfois il y a des gens qui disent un sourire jaune. Est-ce que Kagame rirait jaune? Justement parce que ces poulains sont en détresse, en état de danger imminent. Ça, c'est ce qu'on dit, c'est ce qui circule, mais c'est basé sur les faits. Hein. Les faits, on les a établis, on les a dit. Rappelez-vous, Aloïs, nous disions dans plusieurs émissions que Kagame, au lieu de se réconcilier avec ses voisins, il va jouer aux mercenaires en prêtant son armée au Mozambique, à la Centrafrique, maintenant, semble-t-il, au Bénin. Il accompagnerait pour cela les troupes françaises qui ont aussi signé un accord. D'ailleurs, on se demande s'il y a vraiment une relation spéciale entre Paris et Kigali, parce que au Mozambique, apparemment, ils ont fait ça ensemble. Et maintenant, au Bénin, ils arrivent en même temps. Est-ce qu'il y a une corrélation? Je ne puis le dire. C'est peut-être une simple coïncidence. Vous savez, Aloïse, nous ne vivons pas au Rwanda, mais nous suivons ce qui s'y passe. Nous avons des amis, des civils comme des militaires. Vous comme moi savons que ces derniers temps, il y a eu un flux inhabituel de blessés militaires à l'hôpital de Kanombe. Les familles en parlent, tous ceux qui perdent leurs enfants dans cette guerre qui ne les concernerait normalement pas, disent mais il y a tellement de morts ou alors de blessés. L'hôpital de Kanombe ne peut plus tenir, ne peut plus suffire pour recevoir les blessés militaires. Et donc, ce sont des choses qui sont à Kigali, qui sont connues de tout le monde, ou en tout cas de tous ceux qui essaient de suivre cette situation. Et donc, Kagame ne peut pas donner l'impression qu'il ne sait pas. Mais de là à
jouer avec la diplomatie, la communication de cette envergure-là, qu'ils disent que le Congo n'a pas le droit de protéger son territoire, n'a pas le droit de garantir l'intégrité de son territoire. Là, je pense qu'il est allé trop loin. Et la grande erreur de Kagame, c'est de ne pas se rendre compte que les choses ont évolué ou même qu'elles ont changé en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Kagame se rend compte aussi, j'ai oublié de le signaler, que ces gens, ceux que les Congolais appellent les infiltrés de Kagame en RDC, sont en train de payer un prix très fort parce qu'on les découvre, ils sont arrêtés, il n'y a peut-être pas encore de procès ouvert, mais si quand même, il y a des militaires qui ont été identifiés comme des traîtres qui ont envoyé des informations militaires au Rwanda. Et ce ne sont pas que des gens d'origine rwandaise, hein. Il y a aussi des Congolais de souche, hein, de père et de mère, comme on dit là-bas, qui ont trempé dans cette affaire. Le général qui a été pris en flagrant délit, ce n'est pas un Rwandais et ce n'est pas quelqu'un d'origine rwandaise. Mais désormais, ces gens savent qu'on les regarde parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup de trahisons. Moi-même, j'étais au courant de certaines, je me disais, mais pourquoi les Congolais ne le voient pas? Il y a telle personnalité qui est de niveau ministériel, il y a telle autre qui est de niveau conseiller dans quel service, je ne sais pas, qui dans les médias sociaux soutient visiblement, ostensiblement le M23. Si vous êtes dans un gouvernement ou si vous êtes membre d'un cabinet ministériel et que sur des médias sociaux en Kinyarwanda, parce que pour la plupart, ce sont des gens qui le disent en Kinyarwanda, qui disent qu'ils choisiraient le M23 si c'était nécessaire, parce que ce sont ses congénères, parce que le Congo s'attaque aux Tutsis. Normalement, je ne vois pas ce que une personne comme ça devrait faire dans un cabinet ministériel. Et donc, s'il le dit, c'est qu'il le fait. C'est qu'il collabore ou coopère avec ceux qui soutiennent le M23. Ça aussi, Kagame s'est rendu compte que le réseau d'infiltrés a peu à peu, petit à petit, été démantelé. Enfin, pas encore totalement, parce que Oui, il semble effectivement, que le président Tshisekedi a fait quand même dernièrement un sérieux coup de balai justement dans le domaine de traîtrise, de défaut de compatriotisme. Donc, il a vraiment étudié hein, l'infiltration. Il a essayé de faire, de mettre de l'ordre. Alors, tout cela mettrait Kagame dans un état, oui, justement, oui. Il, où il est tombé de peut très haut faire des lorsqu'on lui a erreurs. appris que le général qui communiquait avec Kabarebe a été pris en flagrant délit. Pendant qu'il communiquait avec Kabarebe, les services congolais sont tombés dessus. Il a dû manger la carte SIM de son téléphone pour qu'on ne sache pas ce qu'il disait et à qui il parlait, mais c'était trop tard, il était suivi. Et ce jour-là, Kagame est devenu fou de rage, il semble, mais il y a aussi d'autres personnes qui sont sur écoute, hein. Maintenant, il ne faudrait pas que ça devienne une sorte de chasse à la sorcière ou aux sorcières. Il ne faut pas qu'on entre dans le macartisme qui est souvent destructeur aussi. Il faut vraiment que ne soient poursuivis que ceux qui sont passés à l'acte. On ne peut pas non plus effectivement utiliser le faciès, mais de là, dans un communiqué officiel, à dire que qu'il y a une stigmatisation ou même dans le communiqué d'hier, c'est ce qu'ils disent. Mais c'est toujours la même victimisation. Vous avez vu, il y a 2 semaines, est sortie une lettre envoyée par des ressortissants tutsis congolais au Premier ministre canadien. Et je l'ai lu, relu. J'ai lu aussi la réponse du cadre, le CCC congolais du Canada aussi. Je trouve que ces derniers ont raison. Crier au génocide aujourd'hui lorsqu'on est congolais,
sans preuve, c'est vraiment, à la limite, je n'aime pas utiliser le terme trahir. En tout cas, c'est trahir un peu son propre pays. Dire qu'il y a il n'y a pas de preuve tangible. Il n'y a même pas de début d'action. Et on accuse le gouvernement de Tshisekedi de préparer un génocide contre les Tutsis congolais. C'est une victimisation qui n'a pas lieu d'être à ce jour. Et heureusement qu'il y a beaucoup d'autres. Il y a déjà un génocide, en tout cas des théories de masse, qui se sont passées au Congo. Ce sont des faits, il y a des rapports là-dessus. Il y a eu des recherches sur le terrain, tout ça consigné dans le mapping report, le rapport mapping. S'il faut crier au génocide au Congo, il faut commencer par celui qui a eu lieu et pas à crier à celui qui pourrait se passer. Qui a eu lieu et dont l'armée rwandaise de Paul Kagame est le principal acteur et le principal accusé. Donc, oui, justement, j'ai des preuves ici, mais bon, je dirais même des aveux des Rwandais, et en l'occurrence, c'est le général Kabarebe qui fait des aveux comme quoi il a envahi le Congo, comme quoi il a fait même des détournements d'avions. Donc, c'est des crimes incroyables. Donnez-moi une seconde, je vous passe quelques vidéos du général Kabarebe, justement, qui fait ses aveux. ndetse bashyiraho n'ikintu cyiswe inyandiko yiswe Congo Mapping Report bahora bakwirakwiza ngo hapfuye miliyoni 3 ngo z'abantu muri Congo, miliyoni 6 zapfa ahantu ntihaboneke n'umurambo n'umwe. Miliyoni 6 n'abantu bapfa bakazimira ntubone n'umuntu. Icyo cya Mapping Report gihoraho. Iyo rero ni propaganda, ni nayo propaganda bakoresha gufata bugwate abana benshi b'urubyiruko cyangwa se impunzi nyinshi zikiri za Brazzaville, zikiri Zambia, zikiri Malawi, zikiri Mozambique, Zimbabwe, Lesotho, muri Afrika hose. Voilà, cette petite vidéo de quelques secondes, il niait que ils ont fait des massacres au Congo. D'ailleurs, il dit qu'il n'y a pas eu de massacre. Il n'y a pas eu... donc, c'est vraiment la pure négation en matière de Jean-Marie. Et ça, c'est la première vidéo. Dans la deuxième, il fait un aveu des actions qu'il a fait au Congo, que le président Kagame l'a envoyé kidnapper ou prendre de force un avion d'Erzaïr, et qu'il a mis le pistolet à la tempe du pilote pour amener ses troupes justement vers Kinshasa. Donc, ils ont pris l'avion à Goma, ils l'ont rempli de militaires venus du Rwanda et ils sont allés à l'aéroport près de Kinshasa et ils ont pris, c'est comme ça qu'ils ont pris la capitale. Ils ont détourné cet avion. Ils ont détourné cet avion et ils ont pris les pistolets, hein, ils ont pointé des pistolets sur la tempe des pilotes. Ça, c'est normalement, bon... C'est du terrorisme. Hein. C'est un crime international de terrorisme. Tout à fait. Voilà, donc la deuxième vidéo, je la passe. Ah non, ça c'est la première. Excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, ça doit être ça, je pense. Excusez-moi. Voilà, c'est celle-là. kuva hano mu Rwanda uja Kinshasa 1996 twari twaratwaye amezi 7
turwana n'amaguru kugera Kinshasa. Aravuga ati kugira ngo turwane amezi 7 yandi kugera Kinshasa ni kure cyane, reka dushake apanga operation y'inzira y'ubusamo. Ategeka ko ingabo z'u Rwanda zijya kuri Goma zigafata indege ya Air Zahir zikayihajakinga zigashyira abapilote kuri gunpoint bakadutwara ku kibuga cyitwa Kitona. Voilà, je crois que c'est clair. Voilà, Kabarebe fait des aveux de tout ce qu'ils ont fait au Congo comme crime, notamment celui du terrorisme, de kidnapping, de détournement d'avions, de tous les crimes internationaux normalement punissables par les lois et les conventions internationales. Voilà. Ce sont des vidéos que j'ai envoyées à toutes les organisations internationales qui sont en rapport avec l'aviation. Enfin, je m'amuse souvent à faire de ces petites choses pour un peu mettre les gens au courant, parce que tous ces mots prononcés surtout en Kinyarwanda, quelque part, devant un public interne, bon, parfois, les organisations internationales ne savent pas. Pourtant, ce sont des aveux vraiment présentables qu'on peut présenter devant les tribunaux. Voilà, donc c'était pour un peu corroborer ce que vous disiez, que le Rwanda, depuis 1996, n'a cessé d'envahir le Congo, d'y commettre des crimes et qu'il continue sans arrêt. Et il change de stratégie, il change de groupe, il crée des groupes de criminels au Congo. Il croit tromper l'opinion internationale et tout le monde. C'est le cas aujourd'hui du M23. Ça va durer combien de temps? Ça, peut-être vous pouvez nous éclairer. Est-ce que vous croyez que le Rwanda passera impuni comme ça tout le temps, des années, depuis 1996 et jusqu'à 2022, quand même, même celui qui a les yeux bandés, je crois, a pu quand même percevoir quelque chose de ces invasions de Kagame. Qu'est-ce qui va l'arrêter? Je pense que les Rwandais vont l'arrêter. Les choses sont claires aujourd'hui que le président Kagame est au bout du rouleau. Et il suffirait vraiment d'un petit push dans l'affaire congolaise pour que Kagame saute et quitte le pouvoir. Je crois qu'il est allé trop loin en agressant une énième fois la République démocratique du Congo, en agressant une énième fois le peuple frère de la RDC, et en provoquant en permanence le Burundi, notre voisin, notre frère. Eh bien, je pense que cette fois-ci, il n'a pas prévu ça, hein. Il n'a pas prévu que les Congolais allaient résister. Il s'est dit, Félix Tshisekedi m'a tout donné de son accession au pouvoir. Il m'a tout donné. Il m'a donné la tête de quelques leaders de FDLR, de réfugiés rwandais, que j'ai ramenés au Rwanda, dont certains sont morts d'ailleurs, on le sait. Il m'a donné la tête de Mudachumura. D'ailleurs, le président Tshisekedi lui-même l'a dit et l'a reconnu. Ce qui est une grosse erreur du président congolais, donner la tête de quelqu'un à Kagame sans contrepartie, et même s'il y avait une contrepartie, ce serait, et de toute façon ça reste immoral. On peut vouloir faire plaisir à un chef d'État étranger, mais lui livrer quelqu'un, que cette armée, l'armée étrangère vient massacrer sur votre sol, au Congo, c'est un acte criminel. C'est un acte criminel, bien sûr, partagé entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. C'est une diplomatie criminelle qu'ils ont jouée ce jour-là. Ceci dit,
le président Tshisekedi a quand même fini par comprendre que le jeu de Kagame, c'était de le séduire, l'attirer dans le piège habituel et ensuite mettre la main, mettre le grappin sur ce qui restait du Congo, après que Kabila ait chassé l'armée rwandaise. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi a, sauf erreur de ma part, hein, je suis convaincu qu'il a compris le jeu de Kagame. Le talk and fight n'est pas ce n'est pas une attitude à avoir, ce n'est pas une politique ou une diplomatie à utiliser à l'égard de Kagame, parce que Kagame, lui faire confiance, jouer son jeu en acceptant de dialoguer en permanence pendant qu'il vous poignarde dans le dos, eh bien, ça peut coûter très, très cher. Et ça a déjà coûté très cher à la République démocratique du Congo, qui a perdu des millions de ses populations. Oui, vous disiez, Aloïse Simonga. Je dis, c'est la stratégie de talk and fight dont vous parliez. Donc, parlementer pendant que vous préparez les attaques, pendant que vous battez, pendant aussi que vous criez. Parce que ça, c'est le complément de cette stratégie, de communiquer comme celui-ci qui crie comme si c'était le Rwanda qui était attaqué. On se dit, mais c'est quoi? J'ai appelé ça, j'avais utilisé une formule assez osée, je pense, mais qui dit ce qu'elle dit. J'avais dit, eux, ils disent talk and fight, mais en fait, ils veulent dire à Tshisekedi talk, même pas d'ailleurs, talk and sleep. Tu parles, tu dors, mais en fait, tu ne parles même pas, tu n'as même pas le droit de parler. Laisse-nous parler, faire des communiqués, t'injurier, faire tout ce que nous voulons. Dans le fight, nous allons nous battre tout seuls, vous devez ne pas réagir. C'est l'objet de ce communiqué d'ailleurs. Ne déclarez rien et surtout, ne vous défendez pas. Laissez-moi vous battre, laissez-moi vous massacrer, comme disait le boxeur dont j'ai parlé tout à l'heure au début de l'émission. Eh bien, Kagame n'est pas un homme en qui il faut faire confiance, les yeux fermés. Les Congolais ont heureusement fini par comprendre. Et nous, vraiment, personnellement, je demanderais aux Congolais de rester très vigilants. Nous n'avons rien contre notre pays d'origine, le Rwanda, mais nous ne sommes pas d'accord avec la politique et la diplomatie belliciste de Paul Kagame et son régime. Nous ne souhaitons pas que le Rwanda, notre pays, continue de massacrer les populations des pays voisins. J'ai dit un jour que nous serions même prêts à stopper le gouvernement de notre pays pour l'empêcher de continuer ce jeu-là, pour l'empêcher de massacrer nos voisins, nos frères congolais, nos sœurs congolaises, nos frères et sœurs burundaises. Hier, c'était l'Ouganda, semblait-il, mais on s'est rendu compte que c'était un jeu entre Kagame et Museveni. Enfin, quel que soit le jeu, nous ne souhaitons pas, sans être des pacifistes BA, non, mais nous voulons vraiment la paix, que la paix règne dans notre région. Or, Kagame n'est pas, ça n'arrange pas la paix dans cette région, parce qu'avec la paix qui suppose évidemment la paix à l'intérieur de chaque pays de la région, cela suppose aussi le respect de l'intégrité territoriale. Or, ça, Kagame ne le veut pas. Kagame ne veut pas que le Congo reste le Congo d'aujourd'hui. Il veut grignoter un peu, prendre une partie de ce territoire riche. Mais le Rwanda de Paul Kagame, ou plutôt le régime de Paul Kagame, doit savoir que les temps ont changé. Le Rwanda n'occupera jamais durablement 1 centimètre de la RDC. Je dis durablement parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les troupes rwandaises occupent Bunagana, occupent une partie
de la région de Rutshuru, un peu là. Mais il faut qu'on soit réaliste. Le Rwanda est un petit pays qui a des ressources humaines formidables, qui a d'autres ressources, qui pourraient vivre de ces moyens, qui pourraient continuer à vivre avec l'aide internationale, mais sans faire semblant, sans donner l'impression qu'on est une grande puissance. Le Rwanda n'est pas et ne sera jamais une grande puissance. Le Rwanda n'est pas Israël. Parce qu'à Kigali, ils se comparent souvent aux Juifs parce que les Juifs ont subi un génocide. Déjà, ça, c'est un gros mensonge. Le génocide contre les Juifs et le génocide du Rwanda, ça n'a rien à voir. Mais prétendre être une puissance du même niveau qu'Israël dans sa région, bénéficier du soutien des États-Unis et des autres puissances occidentales comme Israël en a et continue d'en bénéficier, je pense que c'est se leurrer. Le Rwanda devrait rester modeste, être ambitieux, c'est vrai, vouloir se développer, vouloir se choisir une voie peut-être originale, mais sans porter atteinte aux intérêts de ses voisins. Et ça, le développement peut passer aussi par le biais d'une bonne coopération. Mais bien sûr, tout à fait. Où il y a un respect mutuel. Ça, c'est le développement qui ne pose pas conséquences au pays. Mais une fois que le développement va se baser sur le non-respect des voisins, le piétinement des lois et des conventions internationales, ça, c'est un développement négatif, si je peux dire. L'utilisation de la violence, le mépris, parce que le régime de Kagame méprise ses voisins, visiblement. Il les traite comme des sous-hommes, aussi bien dans son discours que dans les faits. Mais surtout, le Rwanda fait semblant d'ignorer, Kabarebe tout à l'heure l'a dit, hein, je ne vais pas revenir sur ce discours parce qu'il est répugnant. Répugnant de dire qu'au Congo, il n'y a pas eu de mort, franchement, qu'on peut chercher partout, qu'on ne trouvera pas de... Mais bien sûr qu'il n'y a pas de signe, puisque même au Congo comme au Rwanda, quelque temps auparavant, eh bien, ils tuaient et ils brûlaient les cadavres ou les enterraient dans des fosses communes. Le rapport mapping a tout dit, en fait. Mais ils ignorent que derrière tous les morts qu'ils ont laissés au Congo, il y a eu aussi des rescapés qui ont été protégés par notre Dieu, le Dieu du Congo et du Rwanda et le Dieu de l'universel. Il y a des gens qui ont survécu à cette hécatombe et ils oublient ça. Ils pensent que oui, personne ne sait et personne ne trouvera jamais de traces de notre passage, des assassinats commis par le FPR, en oubliant que même parmi leurs alliés d'hier, même parmi la communauté Tutsi du Congo qui a travaillé avec le FPR pendant cette période, il y a beaucoup d'hommes courageux, de femmes courageuses qui qui disent les choses comme elles se sont passées, qui disent nous avons été instrumentalisés par le FPR, nous avons combattu pour le FPR depuis 1990. Ils nous ont ensuite entraînés dans une guerre contre notre propre pays. Ensuite, nous sommes retournés. Nous avons versé le sang des réfugiés Hutu-Rwandais, des Burundais, des Congolais et même des nôtres. Parce qu'après, le régime rwandais s'est retourné contre une de ces communautés, notamment les Banyamulenge. Parce qu'ils n'ont pas, certains des Banyamulenge n'ont plus voulu suivre. Ils ont compris le jeu de l'instrumentalisation, les utiliser pour ensuite faire ce qu'ils veulent au Congo. Ils ont compris. Donc, Kabarebe, dans son analyse, dans son triomphalisme, honnêtement, malhonnête plutôt, et c'est un discours qui montre qui est Kabarebe. Ce n'est pas la première fois qu'il dit ça. Kagame a prononcé les mêmes phrases hein, après Paris, rappelez-vous,
quand il avait rencontré le président Tshisekedi, il avait osé dire d'ailleurs qu'il n'y avait pas eu de massacre au Congo, ce qui a révolté, je pense, légitimement le président congolais. Eh bien, Kabarebe, dans sa bêtise, il avoue avoir commis un détournement d'avion sur instruction du président Kagame, qui n'était pas encore chef d'État, qui était néanmoins le chef de l'armée rwandaise, ministre de la Défense, et qui a donc instruit Kabarebe et les autres officiers d'aller détourner un avion d'Air Zaïre en utilisant la violence. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est Kabarebe lui-même. Et donc, ce n'est pas une simple théorie, ils sont passés à l'action. Ils ont détourné cet avion pour aller à Kitona, même si après, ils ont connu une mésaventure qui devrait leur servir de leçon. Mais non, au lieu que ce soit une leçon d'humilité, eh bien, ils en tirent une certaine gloriole. Voilà, Kabarebe, je suis un général, j'ai détourné un avion, j'ai utilisé la violence pour détourner un avion, j'ai forcé les pilotes à nous conduire. Eh bien, déjà ça, c'est un acte terroriste. En droit, je ne sais pas ce que ça a comme implication. Est-ce que ça peut, maintenant que l'aveu vient d'être fait, même s'il y avait des doutes avant, les Congolais doivent comprendre et savoir qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des actions juridiques à mener, judiciaires. Maintenant qu'il y a un aveu et qui correspond à ce qui s'est passé réellement en 1980. J'ai envoyé ces vidéos au président Tshisekedi. Voilà, il faut le faire. Il en fera ce Lui, il qu'il n'a pas le fera, temps peut-être, mais il a des conseils. Maintenant, pour revenir au sujet de la déclaration d'hier. Oui, et conclure. Je demande à qui cette déclaration a été destinée. Oui. Et donc, le communiqué de Mme Makolo et de son équipe, à qui il était vraiment destiné? Aux Congolais, c'est de la panique ou alors c'est de la provocation, par contre? Je ne le vois pas trop. Mais, est-ce que ce n'est pas une sorte d'artifice qui doit préparer les esprits à une action d'envergure du Rwanda contre la République sœur du Congo? Est-ce qu'il n'y a pas une attaque en préparation, en d'autres mots? Je vous ai dit que le M23 est dirigé par des officiers rwandais, des généraux, qui sont coordonnés par un autre général, Karuretwa pour ne pas le nommer, et les 7K. Et là-dedans, il faut compter l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa, Vincent Karega, qui est toujours en place. Et je l'ai dit la dernière fois, il a les clés de toutes les maisons de Kinshasa, toutes les maisons qui comptent, les autorités. Et on le garde là, ben, le Congo a sans doute ses raisons. Mais je pense qu'il devrait y avoir plus de vigilance. Cette région est une région à haut risque. Et pendant que nous parlons du Rwanda, bien sûr, nous devons penser à l'Ouganda. Quelle est l'attitude de l'Ouganda? Quelle est la position de l'Ouganda, qui a quand même des troupes, un contingent en RDC, chargé de combattre les ADF avec l'armée congolaise? Mais à l'égard du M23, on a l'impression que Museveni a décidé de passer outre l'amitié qu'il a voulu construire, qu'il a donné l'impression de construire avec la RDC. D'ailleurs, il a été le premier à déclarer, lorsque un ministre congolais lui avait rendu visite pour parler justement de cette question, Museveni a dit que le M23 avait des raisons de mener cette guerre juste, et qu'il faudrait que le Kenya vienne s'interposer entre les FARDC et le M23. Ça veut tout dire. Si vous laissez des troupes étrangères, kenyanes en l'occurrence, s'interposer entre l'armée congolaise et le M23, c'est que vous mettez les deux, M23 et FARDC, sur le même pied d'égalité. C'est que vous légitimez quelque part ce mouvement rebelle rwandais
partie, vous avez parlé tout à l'heure de, je ne sais plus quelle expression vous avez utilisée pour désigner le M23. Vous avez dit... J'ai dit que c'était des supplétifs de... Voilà. En fait, ce n'est même pas des supplétifs, puisque c'est son armée. C'est pas c'est plus que ça. C'est une partie de l'armée rwandaise, en fait, avec quelques Congolais, sans doute un certain nombre de Congolais aussi. Mais à la tête, il y a quelques Congolais. À la tête, celui qui parle, c'est un Congolais. À la tête visible. C'est un Congolais. Et voilà. Le reste de l'armée est une armée rwandaise financée par le Rwanda, équipée par le Rwanda, équipée jusqu'aux habits, jusqu'aux tenues, jusqu'au matériel militaire. Ça a été documenté par l'équipe de recherche des Nations Unies. Je n'ai pas le droit d'en douter. Je pense que tout le monde l'a lu dans ce rapport. Voilà. Je crois que nous allons terminer sur ce sujet. Donc, c'était pour analyser le geste que le Rwanda a posé hier, en pleurant que le M23 est attaqué, que les FRDC ne devaient pas se battre. Voilà. Sauf si vous avez un mot de clôture sur ce sujet. Je pense qu'on puisse parler aussi de quelques 5 minutes d'un sujet aussi qui regarde la diplomatie rwandaise, notamment. Non, je n'ajouterai pas beaucoup de choses, sauf que, une fois encore, j'appelle tous les patriotes de la région, ceux qui sont en tout cas pour le camp de la paix, à se mobiliser pour arrêter cette folie meurtrière de Paul Kagame et de son armée. C'est le seul message que je voudrais vraiment lancer. C'est une alerte. Le danger est là. Si on laisse Kagame franchir un autre pas vers, si par exemple demain, l'armée rwandaise, comme on le pense, comme on le dit, attaquait Goma ouvertement ou prenait Rutshuru, une fois encore, eh bien, il y aurait une hécatombe dans cette région. Une autre chose que je voudrais dire, c'est ne pas trop jouer sur ce sentiment ethnique, de suprémacisme ethnique, parce que ça peut coûter très cher. On parle aujourd'hui du harcèlement, de la persécution des Tutsis du Congo. Et si demain, les autres tribus de la RDC, surtout celles du nord du Kivu, du sud Kivu, faisaient la même chose et se coalisaient contre les M23 et contre ceux qu'ils pensent ou qu'ils prétendent défendre. Est-ce que vraiment c'est une bonne chose que les Tutsis se mettent en exergue dans cette affaire? Et si les autres tribus se coalisaient aussi pour dire... Justement que Kagame cherche à teaser, à mettre du feu à cette situation. Parce que ça lui profite. Oui, pour qu'il intervienne cette fois-ci ouvertement. Donc, il prépare le terrain à des actions qu'il veut mener. Mais, comme vous le disiez, je pense que et la RDC, les autorités de la RDC et l'opinion internationale doivent être vigilants quant au dessein diabolique du président Kagame. C'est exactement cela, et surtout les populations locales du sud, du nord Kivu, de partout en RDC, qu'ils fassent très attention à l'instrumentalisation. Il ne faut pas qu'ils se laissent manipuler, il ne faut pas que Kagame leur prête son combat finalement, parce que son combat, c'est celui d'occuper le Congo et de l'exploiter, d'exploiter les ressources minières de ce pays. Eh bien, lorsque les choses vont s'aggraver, Kagame va repartir dans son pays et eux vont rester à côté de ceux qu'ils ont combattus et qu'ils ont contribué à massacrer. Voilà, merci. Voilà, c'est moi qui vous remercie, ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney, de nous avoir donné un peu de lumière sur
cet acte posé hier par le gouvernement rwandais et qui nous a laissé tous dans le questionnement. On se dit, voilà. Maintenant, on est quelque peu éclairé et on attend la suite parce que Kagame ne fait rien sans qu'il prépare justement la suite à l'événement.